le directeur général, sur un ton plaisant, a suggéré que la fille de la serveuse joue du violon, mais sa prestation a stupéfié tout le monde. Parfois, une seule soirée peut bouleverser votre vie. Dans une petite ville de l'État de New York, à l'intérieur d'un restaurant, un milliardaire arrogant décide de s'amuser aux dépens d'une simple jeune fille. Il était convaincu qu'elle échouerait, convaincu qu'elle ne faisait pas partie de leur monde. Pourtant, il a négligé la vérité essentielle, derrière cette fille se cachait une histoire qu'il ne pouvait pas comprendre, une histoire qui allait désormais s'exprimer à travers la musique. La petite ville de Grenoble, à New York, vivait selon ses propres règles tranquilles. Sur Main Street, 3 cafés se faisaient face, flanqués d'une librairie et du restaurant The Glassroom, un lieu raffiné choisi par l'élite locale pour des repas d'exception et des négociations discrètes. Derrière des parois de verre rutilantes et sous un éclairage tamisé, des serveurs en chemise blanche servaient des tables parfaitement dressées, chaque plat présenté comme une œuvre d'art. Sarah Bren, 37 ans, y travaillait depuis 6 ans. Elle ne s'est pas plainte. La stabilité, même précaire, était rare dans sa vie. Des quarts de travail de 12 heures, un sourire constant, une retenue sans faille face aux caprices des clients, tout cela faisait partie de sa routine. Mais chaque soir, à la fin de son service, quelqu'un l'attendait, sa fille Émilie. L'adolescente était assise sur un banc devant le restaurant, les jambes croisées, le nez plongé dans son vieux violon, dont elle se séparait rarement. L'instrument, usé par le temps, était plus qu'un simple objet. C'était un lien avec sa mère, avec un passé dont Sarah parlait peu. Jeune, Sarah rêvait de scène, étudiait à l'école de musique de Manhattan et entrevoyait un avenir prometteur. Puis tout a changé, une grossesse inattendue, le manque de soutien familial, une rupture avec son mentor et un retour dans sa ville natale. Elle est devenue mère, assumant seule les 2 rôles. Le violon était rangé au fond d'un placard, à peine touché. Mais un jour, alors qu'Émilie n'avait que 9 ans, elle trouva l'instrument poussiéreux dans un entrepôt. Sans un mot, elle le tendit à sa mère. Sarah regarda longuement sa fille, puis s'assit à côté d'elle et joua une note, puis une autre. Sans professeur, sans partition, sans insistance, juste par la mémoire et l'amour. À 14 ans, Émilie jouait déjà à l'oreille des pièces classiques complexes. Les professeurs de musique locaux ont déclaré qu'elle avait une tonalité parfaite et un sens aigu du rythme. Mais Sarah a refusé toutes les offres d'inscription de sa fille à des concours. Ce n'était pas le moment. Émilie vivait à son rythme. Elle jouait, lisait et travaillait parfois dans un magasin de musique pour aider à réparer des instruments. Ce soir-là, celui où tout a commencé, Sarah a dû faire des heures supplémentaires. Un habitué, Monsieur Angoff, avait réservé la salle VIP pour un dîner important. C'était un homme influent, cela ne fait aucun doute. Richard Langford, fondateur du Ford Investment Fund et milliardaire, venait à Grenoble 2 fois chaque printemps pour chasser et à l'automne pour finaliser des accords avec des promoteurs locaux. Grand, aux cheveux gris, toujours vêtu de costumes coûteux, il parlait d'une manière suggérant que quelqu'un lui devait quelque chose. Connu pour son humour vif et son penchant pour l'exercice du pouvoir, parfois ouvertement, parfois subtilement, ses soirées étaient une épreuve pour le personnel. Sarah a servi le vin. Lorsque Langford jeta un coup d'œil dans la pièce depuis le couloir, leurs regards se croisèrent et il secoua la tête vers elle. « Est-ce votre fille, Sarah ?» Elle se corrigea légèrement mais répondit « Oui, monsieur. »« Et c'est un violon ?» demanda-t-il en remarquant l'instrument usé sur le dos d'Émilie. « Oui, elle fait de la musique. » Langford éclata de rire, comme s'il entendait une blague. À Grenoble, évidemment, la musique signifiait autre chose que promener son chien. Quelques rires sourds éclatèrent autour de la table. Sarah pâlimait et restait silencieuse. « Et si on s'amusait un peu ?» suggéra Langford. « Laissez-la jouer ici maintenant, un petit concert privé. J'ai payé un bon pour une boisson. » Il sortit un billet de $100 de son portefeuille et le posa sur le bord de la table. Émilie le regardait silencieusement. Elle n'avait pas peur, mais elle ne se sentait pas en sécurité non plus. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux, comme si elle ne comprenait pas vraiment pourquoi cela se produisait, mais en même temps, quelque chose en elle acceptait le défi. « Ce n'est pas nécessaire, Amy, » dit doucement Sarah en levant les yeux. « Je vais jouer, » répondit soudain la jeune fille. Elle s'approcha, ouvrit l'étui et sortit son violon. Le claquement des talons des serveurs s'arrêta. Les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Allons-y, » dit Langford avec un sourire narquois, se penchant en arrière sur sa chaise.
Émilie inspira profondément et posa l'archet sur les cordes. À ce moment-là, Sarah remarque quelque chose d'étrange, les mains d'Émilie ne tremblent pas. La première fausse note résonna, mais en quelques secondes, la pièce fut remplie de sons inattendus dans un tel endroit. Émilie ne faisait pas que jouer, elle racontait une histoire. La mélodie grandit, prend de l'ampleur et se charge d'émotion. La pièce était gelée. Même les cuisiniers regardaient par la porte de la cuisine. Sarah restait immobile, le cœur serré, non de peur mais de fierté. Elle reconnut la pièce, une méditation de l'opéra Mastato Besno Popam, connue d'elle seule. La petite fille ne se contentait pas de le reproduire, elle avait mis quelque chose d'elle-même dans la musique. Lorsque la dernière note s'est éteinte, la salle a éclaté sous les applaudissements. Mais personne n'a applaudi plus fort que l'homme assis contre le mur en veste grise, les tempes argentées, calme et attentif. Après le concert, il s'est approché de Sarah. Boston Academy of Music. Nous devons parler de votre fille. Richard Langford n'était pas furieux, pas encore, mais quelque chose en lui grinçait comme un engrenage mal huilé dans une montre coûteuse. Il regarda silencieusement la petite fille au violon usé, les gens qui l'acclamaient comme si elle venait de se produire au Carnegie Hall et non dans un restaurant provincial. Il avait entendu la musique et, à son grand âme, il devait l'admettre, elle était puissante. Trop puissante. Eh bien, tu as une fille sacrément talentueuse, Sarah, dit-il après une pause, reprenant prudemment son ton autoritaire. Je ne m'y attendais pas, agréable surprise. Sarah leva à peine les yeux. Elle était déjà rentrée chez elle comme si de rien n'était. Émilie s'écarta, reprit sa place et posa délicatement son violon dans son étui. Langford lui jeta un coup d'œil un instant, puis se tourna vers l'homme à la veste grise, celui qui s'était présenté comme étant Thomas Raigne. « Raigne t'a parlé de l'académie de musique ?» demanda Langford en plissant les yeux. Raigne s'inclina légèrement. « Une académie privée à Boston. Nous formons de jeunes musiciens à fort potentiel, et aujourd'hui j'ai rencontré un cas vraiment remarquable. » Langford grimaça pensivement. « Et que proposez-vous ? Une petite place pour quelques centaines de milliers par an. Ou de la philanthropie dans des cas particuliers ? Dans des cas particuliers, répondit calmement Raigne, nous offrons des bourses complètes, des frais de scolarité, un logement et une pension. Émilie est précisément un tel cas. Langford commençait à ressentir une irritation familière, la même qui surgissait chaque fois que quelqu'un tentait d'échapper à son contrôle. Vous savez, dit-il en élevant la voix pour que les autres autour de la table puissent entendre, vous accordez bien sûr des bourses à qui vous voulez. Mais j'ai une autre approche. Par exemple, je pourrais offrir à cette fille un instrument professionnel, un professeur, des concerts en solo, si elle se montre fidèle ou accepte une proposition, disons, plus raisonnable. Raigne le regarda avec un léger étonnement. Sarah pinça les lèvres. Merci pour votre générosité, monsieur Enfarm, dit-elle d'un ton neutre. Mais pour l'instant, nous ne faisons que discuter. Aucune décision n'a été prise. L'Enfarm n'a pas répondu immédiatement, mais intérieurement, il a commencé à élaborer une stratégie. Cette fille était une perle rare, et il détestait l'idée de perdre ce qui pourrait devenir un atout précieux. Pourquoi ne pas investir en elle, en faire un projet, y investir de l'argent, et quand il explosera, être celui qui se tiendra à ses côtés en tant que découvreur, pas un vieil homme de Boston ? Plus tard, lorsque les invités furent partis et que le restaurant était désert, Richard s'approcha de nouveau de Sarah, cette fois en évitant tout contact visuel. Direct. Sarah, je comprends que tu as l'habitude de te débrouiller seule, dit-il respectueusement, mais toi et ta fille ne faites pas partie de ceux qui peuvent se permettre de refuser de bonnes offres. Je ne suis pas ton ennemi, poursuivit-il. Au contraire, je t'offre mon aide. Tu veux acheter mon choix. Sarah dit à voix basse. Tu veux acheter ma fille, il sourit. Nous n'achetons que ce qui est à vendre. Le reste n'est qu'une question de temps et de circonstances. Sarah voulut répondre, mais Émilie apparut soudain à côté d'elle. Nous ne sommes pas à vendre, dit simplement Émilie. Et nous n'avons pas peur. L'Enfarm la regarda attentivement. Il était suffisamment intelligent pour reconnaître que cette fille portait quelque chose qui ne pouvait être confiné ou contrôlé. Et c'était précisément ce qui le mettait le plus en colère. Cette même nuit, dans leur petit appartement de banlieue, Sarah était assise près de la fenêtre de la cuisine et regardait dehors. À côté d'elle, une tasse de thé chaud fumait doucement. L'ordinateur était ouvert sur le site web de l'académie dont Raigne avait parlé. Émilie entra tranquillement. « Pensez-vous que ça en vaut la peine ?» elle a demandé.
Je ne sais pas, Amy, répondit Sarah sans se retourner. C'est un tout autre monde, un autre niveau, une autre responsabilité. Tu penses que je n'y arriverai pas? Pressa Emily. Je pense que oui, dit Sarah doucement. J'ai juste peur de ne pas pouvoir être à tes côtés. Tu seras toujours là, même si tu es loin, rassure Emily à sa mère. Sarah sourit, touchée par le fait que sa fille grandisse. Emily parlait désormais comme une adulte, ce qui l'effrayait et l'inspirait à la fois. Le lendemain matin, Sarah a finalement accepté de rencontrer Reine face à face. Ils étaient assis dans le même restaurant, désormais vide, comme si le temps avait supprimé une scène de la veille. Reine était calme, attentif. « Sarah, commença-t-il, tu as étudié quelque temps dans une école de musique. J'ai étudié la question. Tu avais une bonne réputation. J'avais entendu parler de toi. Mais cela n'a pas duré. Et pourtant, tu as transmis à ta fille un savoir qu'il faut généralement des décennies pour acquérir. » Sarah resta silencieuse un moment, puis murmura, « Je voulais qu'elle ait au moins quelque chose qui lui soit propre. Quelque chose qui lui rappelle que le talent n'est pas une malédiction. Je veux lui donner une chance inconditionnelle. L'académie, la bourse, nous allons tout officialiser. Mais quand même, je veux que vous sachiez que ce sera difficile. La discipline y est stricte et exigeante émotionnellement, surtout pour ceux qui viennent de l'extérieur de leur cercle. » Elle s'en sortira, répondit fermement Sarah. J'ai peur, mais je crois en elle. Reine hocha la tête pensivement. Elle n'a pas seulement du talent. Elle entend de la vraie musique, c'est rare. Lorsqu'il partit, Sarah resta assise près de la fenêtre. Elle avait l'impression que tout s'écroulait, mais en même temps, il y avait quelque chose de juste dans cette décision, peut-être pour la première fois depuis des années. Pendant ce temps, Richard Ford était au téléphone avec son assistant. Découvrez tout sur Règne, l'académie, les bourses. Préparez une alternative. Je n'aime pas quand quelqu'un prend ce qui m'appartient. Il regarda par la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Derrière lui, Grenoble, son coin du monde, se tenait tranquille, mais il y avait maintenant une fille qu'il n'avait pas anticipée. Cela l'a mis en colère, ce qui signifiait qu'il n'avait pas fini. Le restaurant GL Room se préparait pour le vendredi soir comme une pièce de théâtre, serviettes propres, carte des vins soigneusement vérifiées, verres polis. Tout devait être parfait. Le propriétaire inspecta personnellement la salle, fit quelques remarques au serveur, puis se retira dans l'ombre. Ce soir-là, la ville était à nouveau animée. Richard avait réservé 2 salles, une grande pour les réunions, une petite pour les divertissements. Comme son assistant l'avait mentionné, l'administrateur lui avait demandé de rester pour le service du soir, sachant qu'il préférait sa présence, la plus discrète de toutes. Cela ne la dérangeait pas honnêtement, elle se fichait de savoir qui était là ce soir-là. D'autres pensées occupaient son esprit. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette soirée. Thomarin avait envoyé un email avec les détails de la bourse, les documents requis et une liste des pièces justificatives. Il n'a pas poussé, mais il était clair qu'il attendait une réponse. Sarah avait imprimé tous les documents et les gardait depuis dans un tiroir de la cuisine, comme pour reconnaître, oui, elle commençait quelque chose d'irréversible. Émilie n'avait posé aucune question. Le soir, elle continuait simplement à jouer dans sa chambre, avec ses écouteurs. Parfois, Sarah entendait des morceaux familiers au Vivaldi, Schubert, Bach et parfois des mélodies modernes qu'elle ne reconnaissait pas mais qu'elle ressentait profondément. Un soir, la jeune fille arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Sarah fut surprise de la voir en coulisses, étui à violon à la main. « Que se passe-t-il » elle a demandé. « Rien » répondit doucement Émilie. « J'ai juste l'impression que j'ai besoin d'être ici. » Sarah pencha la tête, sentant une tension chez sa fille. À 20h, la salle était pleine. L'enfarme, impeccablement habillé, était de bonne humeur, plaisantant bruyamment, complimentant le vin et généreux de ses pourboires. Sarah s'approcha de lui en posant un plat sur la table. « Dis, où est ta jeune star ce soir? Y aura-t-il un concert ?» Sarah n'a pas répondu. À ce moment, Émilie sortit de l'ombre, son violon à la main, et le regarda droit dans les yeux. « Je peux jouer si tu veux. » Un silence tomba. Certains invités ont levé les yeux. Toute la famille éclata de rire. « Eh bien, 2e tour. J'espère que vous êtes aussi préparés que la dernière fois, » taquina quelqu'un. Les serveurs arrêtèrent la musique de fond. Un silence tendu remplit la pièce,
comme l'instant avant de plonger dans l'eau glacée. Émilie s'est positionnée près de la fenêtre, les lumières de la ville projetant une douce lueur jaune autour d'elle. Elle semblait presque fragile. Son violon était aussi vieux que le précédent, avec un archet usé, mais ses mouvements étaient précis. Cette fois, elle n'a pas joué de musique classique. Elle a choisi une pièce moderne qu'elle a composée elle-même, inspirée d'une sonate. C'était risqué, non conventionnel, mais honnête. La musique se déroulait en vagues, d'abord fine et presque transparente comme une pluie légère, puis des accords puissants s'accumulant en énergie. Émilie semblait ignorer complètement le public. Elle ne jouait pas pour eux. Elle jouait pour dire « Je suis là. Je sais ce que je fais. Je ne demande pas la permission. » Lorsqu'elle eut fini, un silence absolu régnait dans la pièce. Au début, aucun applaudissement n'a eu lieu, puis une longue pause. Les applaudissements ont commencé timidement, puis se sont intensifiés jusqu'à résonner dans toute la salle. Certains se levaient, d'autres sifflaient. Ce n'était plus un simple divertissement pour les invités, c'était une reconnaissance. L'enfarme applaudit aussi, mais sans sourire. Il observait Émilie avec attention, non pas avec émerveillement comme les autres, mais avec un froid intérêt. Quelques minutes plus tard, Reine s'approcha d'Émilie. Il tendit la main. Il n'y a plus le choix, Émilie. Tu dois partir. Ce n'est pas une demande. C'est une obligation, étant donné qui vous êtes. Émilie le regarda, puis se tourna vers sa mère. Elle acquiesça. Demain, nous commencerons à préparer les documents, a déclaré Reine. J'ai tout prévu. Je vais partir, répondit calmement Émilie. Plus tard, après que la pièce se soit vidée et que Sarah se change, Reine s'est approché d'elle. Félicitations, mais ce n'est pas facile, dit-il sèchement. C'est la réalité. C'est son choix. Parfois, il vaut mieux accepter une offre que de la regretter plus tard. Il lui tendit sa carte de visite. Je peux lui offrir tout ce dont elle a besoin. L'académie, c'est bien, mais après, il y aura la scène, les contrats, la direction. Laissez-la réfléchir. Sarah n'a pas pris la carte. Elle se leva et partit sans un mot. Cette nuit-là, Sarah n'a pas pu dormir. Émilie dormait paisiblement par terre à côté du lit. Son étui à violon était ouvert à côté d'une pile de documents de l'académie, avec une note glissée dans la couverture, un talent qui devrait pouvoir s'envoler. Sarah la regarda pensivement, sentant que peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'y avait plus lieu de craindre l'avenir. Le lendemain matin, la maison était inhabituellement calme. Il n'y avait aucun son de violon, aucun bruissement de papier, ni le cliquetis familier d'une tasse. Émilie dormait, blottie contre le mur, serrant fort son oreiller. Le violon gisait abandonné sur le sol, sans son étui, comme si Émilie craignait que le cachet à nouveau ne fasse disparaître à jamais sa musique. Dans la cuisine, tandis que Sarah se servait une tasse de café, ses yeux se tournèrent vers les documents académiques soigneusement empilés sur la table. Il semblait attendre patiemment une décision qu'elle se sentait incapable de prendre. L'offre était incroyable, presque irréelle. La bourse couvrait tout, les études, le logement, la nourriture et l'assurance maladie. D'ailleurs, au bout de 2 ans, l'académie pourrait même organiser une audition pour une bourse à Juillard. « Est-ce que tu ?» demanda Sarah en regardant la photo d'une jeune femme aux cheveux châtains foncés debout à côté d'un vieux piano, vêtue d'un uniforme scolaire de Manhattan. Sarah acquiesça. C'était la dernière année avant ta naissance. J'avais 19 ans. Tu étais magnifique. Merci. Elle sourit avec nostalgie. À l'époque, je rêvais de devenir soliste. Je m'entraînais 8 à 10 heures par jour. Mes professeurs disaient que j'avais de grandes perspectives. À l'époque, tout semblait possible. Ce qui s'est passé ? Demanda doucement Émilie. Sarah fit une pause, puis tourna la page pour révéler une autre photo, celle-ci prise lors d'une fête, montrant un grand jeune homme souriant tenant un violon. C'est lui, devina Émilie. À qui est cette Sarah ? Elle a demandé. Martin, répondit Sarah. Il était plus âgé, doctorant. Nous jouions dans un ensemble et passions beaucoup de temps ensemble. Puis tout s'est déroulé comme dans un film, l'amour, les erreurs, les longues conversations. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il s'est d'abord tu, puis a disparu. Vous êtes resté seul ? Demanda Émilie. Presque. Mes parents ont été choqués. Ils ont refusé de m'aider,
surtout quand j'ai décidé de garder l'enfant. Mon professeur m'a conseillé de faire une année sabbatique, mais je savais déjà que je ne reviendrais pas. Tout a commencé à s'effondrer. Je suis retourné à Grenoble, j'ai trouvé un petit travail, et puis tu es né. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça? Demanda Émilie en fronçant les sourcils. Parce que j'avais peur que tu penses que tu étais responsable de ma situation. Ce n'est pas vrai, lui assura Émilie. Je sais, répondit doucement Sarah. Mais au début, c'était dur. Je pleurais la nuit, pas à cause de toi, mais à cause de ce que j'avais perdu. Puis tu as repris ton violon et j'ai réalisé que la musique n'avait pas disparu. Elle passait simplement par toi. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Sarah tenait la photo et Émilie lui tenait la main. Je n'ai pas peur de partir, dit soudain Émilie. J'ai peur de te laisser tranquille. Sarah sourit à travers ses larmes. J'ai peur de ne pas te laisser partir. Mais tu dois partir, non pas parce que tu as du talent, mais parce que tu es prêt. Je n'ai jamais été aussi courageuse à ton âge, a admis Sarah, mais tu n'as pas abandonné. Tu m'as élevé. C'est plus fort que la musique. Sarah secoua doucement la tête. Non, chérie, c'est de la musique. Juste sous une autre forme. 2 jours plus tard, R arrivait en ville, cette fois accompagné de contrats et d'accompagnateurs de l'académie. Il ne s'est pas arrêté au restaurant mais s'est rendu directement chez Sarah. En voyant Émilie à la porte, il sourit chaleureusement. Tout est prêt, a-t-il déclaré. Demain matin, nous partons pour l'Albanie. Nous aurons un chauffeur. Tout est officiel, avec l'accord de ta mère. Nous avons signé tous les papiers. Sarah le remercia doucement. Merci d'avoir attendu. Je n'ai jamais douté, a répondu R. Lorsqu'il partit, Sarah accompagna Émilie dans sa chambre. La valise était prête, et le violon reposait dessus, soigneusement enveloppé dans un tissu épais. Sur la table de nuit se trouvait une lettre. La main de Sarah tremblait légèrement lorsqu'elle la tendit à sa fille. Lis-la sur la route, juste au cas où. Je ne sais pas dire les choses importantes à voix haute. Émilie a pris la lettre mais ne l'a pas ouverte. Au lieu de cela, elle a embrassé sa mère. Tout ira bien, dit-elle avec assurance. Je sais. Le soir même, Sarah entre dans le restaurant, non pas en tant qu'employée, mais en tant que simple cliente. Le propriétaire était surpris mais n'osait pas poser de questions. Elle s'assit près de la fenêtre et commanda un verre de vin. À la table voisine, elle observait un adolescent jouer du piano, maladroitement, sans confiance, mais avec un effort sincère. Elle sourit doucement. Un jour, elle avait été comme lui. Maintenant, elle était sa fille. Quelque part, dans un bureau au 2e étage, un homme a regardé une vidéo intitulée « La nouvelle star ». Il mettait en scène la jeune fille au violon qui avait pris d'assaut le restaurant de Grenoble et signé un contrat avec l'Académie de Rennes. Il ferma son ordinateur, fit une pause silencieuse pendant un moment, puis appuya sur un bouton d'appel. « Préparez-moi une liste de projets musicaux pour les jeunes », a-t-il ordonné, et dites aux avocats que je ne veux plus entendre parler de la jeune fille dans cette histoire. L'aéroport d'Albanie était à 6 heures du matin à moitié désert. Émilie était assise près de la fenêtre, les yeux fixés sur les pistes où, au loin, les lumières des véhicules de guidage évoluaient lentement. Dans ses mains reposait la même enveloppe contenant la lettre de sa mère, toujours non ouverte. À côté d'elle se trouvait un vieil étui à violon et une petite valise, contenant tout ce qu'elle avait apporté dans sa nouvelle vie. Thomas Rennes examinait un document imprimé. Son assistante, une jeune femme nommée Kate, était assise à côté de lui et répondait aux messages. Personne ne pressait Émilie, le vol était dans 40 minutes, et à ce moment-là, elle pourrait déjà être là. Émilie sortit la lettre et lut silencieusement. Émilie, si tu lis ceci, tu es probablement déjà en route. Je bois du café dans la cuisine en essayant de ne pas pleurer. Tu as probablement l'air calme, mais je te connais. Vous avez une tempête à l'intérieur. Vous savez juste comment le cacher. Vous êtes plus fort que je ne l'étais à votre âge, plus intelligent, plus honnête avec vous-même. Tu n'as pas peur d'avancer. Je suis fier de toi. N'oubliez pas que la musique ne se limite pas à la scène. C'est toi. C'est votre vérité. Ne vous changez pas pour les attentes des autres. Et si jamais vous perdez un message, n'oubliez pas que je serai toujours là, même si ce n'est que dans vos souvenirs. Avec tout mon amour, maman. Émilie plia la lettre. Les larmes lui montèrent aux yeux,
puis elle sourit haut pour la première fois. L'ami de Ren était niché dans la banlieue de Boston, installé dans un ancien bâtiment en briques doté d'une tour qui abritait autrefois une bibliothèque. Des escaliers en pierre serpentaient à l'intérieur, menant à des salles de classe aux murs insonorisés. Ici, l'air lui-même semblait respirer de la musique pas spectaculaire, mais profonde, concentrée et profonde. Émilie se sentait perdue et déstabilisée. Tout le monde autour d'elle jouait parfaitement, certains avec une technique impeccable, d'autres avec une émotion chaotique. Sa voisine, une pianiste nommée Lily, lui a offert son soutien silencieux. Son professeur, le professeur Vincent, l'écouta doucement et finit par dire « Vous manquez de forme, mais il y a quelque chose qui ne s'enseigne pas. Ce n'est pas la technique. C'est l'âme. » Émilie pratiquait 6 à 7 heures par jour, parfois en larmes, parfois submergée par le doute. Pourtant, chaque fois qu'elle se sentait sur le point d'abandonner, elle se souvenait des mots de Sarah, c'est la vérité. 6 mois plus tard, lors du concert d'hiver de l'Académie, Émilie était la dernière interprète, un choix délibéré de Ren pour marquer un nouveau départ. Vêtue d'une robe noire que Lily l'avait aidée à choisir, Émilie monta sur scène, debout au centre. Dans ses mains, il n'y avait pas le vieux violon qu'elle avait lors de son inscription où elle le gardait en sécurité dans sa chambre, mais un nouvel instrument. Elle a interprété une pièce qu'elle avait elle-même composée. La mélodie débute par un thème que Sarah lui avait joué étant enfant, évoluant vers une section complexe, presque symphonique, avant de revenir au motif original, désormais plus mature et abouti. Alors qu'elle jouait la note finale, le public a éclaté d'applaudissements. C'était plus qu'un hommage, c'était une reconnaissance. Ren s'appuya contre le mur, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Il savait qu'Émilie avait réussi le test le plus important, non pas académique, mais interne. Une semaine plus tard, un magazine musical publiait un court article intitulé « Émilie, la fille d'une ville ouvrière qui a tout bouleversé ». La légende disait « Ma première prof était Sarah. Elle était serveuse, mais c'est elle qui m'a appris à écouter la musique. » Sarah lut l'article dans un café presque vide. En voyant le nom de Ren, les larmes lui montèrent aux yeux. La serveuse d'un accent grave cotait la crue malade, mais Sarah sourit et secoua la tête. Tout va bien. Tout va bien. La vie à Grenoble a continué. Les élections locales ont continué de susciter des débats. De nouvelles maisons ont été construites. Le restaurant a changé de main. NGF n'était plus officiellement en congé temporaire. Personne ne semblait le manquer. Pendant ce temps, quelque part à Boston, la jeune fille autrefois moquée montait sur de plus en plus de scènes. Son nom était de plus en plus connu, non pas grâce à la publicité, mais parce qu'elle possédait une vérité et un son qui ne venait pas de l'instrument, mais de l'intérieur. La musique ne se résume pas à celui qui joue le plus fort, mais à celui qui joue le plus sincèrement. Parfois, une soirée suffit à tout changer. Si vous avez quelque chose à dire, ne restez pas silencieux. Si vous avez une note, jouez-la, même si votre violon est vieux et que la pièce est remplie de visages indifférents. Parfois, 3 minutes suffisent pour que le monde se souvienne de votre nom.